Voilà, table ronde passion d'entreprendre. Alors effectivement, ils sont militants, vous allez le voir, chacun dans leur genre. Ils ont des genres différents. En tout cas, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont l'entreprise chevillée au corps. Je vous demande d'accueillir Monsieur David Sussman, le patron de Sifoodia, Monsieur Johan Venstivenga, le président de l'UPE 13, et Monsieur Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Alors David Sussman, le patron de Sifoodia, votre aventure entrepreneuriale, elle est intéressante. C'est pour ça que vous êtes là et vous allez nous en parler. Votre entreprise est spécialisée dans la pêche, la production et la commercialisation de produits de la mer à l'échelle évidemment industrielle. Alors vous avez un slogan, c'est pas America is back again, c'est In Great Seafood We Trust. That's right? That's right. In great seafood we trust. In great seafood we trust. Voilà, une entreprise qui marche bien, qui marche même très bien aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en 2009, vous avez, comme beaucoup d'entreprises, traversé la crise, vous avez souffert et vous avez décidé de repenser complètement votre entreprise, de changer de paradigme. Et vous avez lu, je crois, un peu Isaac Getz, l'entreprise libérée, vous avez lu un certain nombre... Vous êtes un intellectuel, les patrons, c'est aussi des intellectuels, il ne faut pas les présenter toujours comme des besogneux. Et... Non, c'est des gens qui aiment la belle littérature et la réflexion et voir la philosophie. Alors vous en êtes, David Sussman, et vous avez dit, moi, mon entreprise, j'ai envie d'avoir un mot au cœur de l'entreprise, c'est le bonheur. Pourquoi le bonheur, David ? Alors tout à fait. D'abord, ma vie a été faite d'entreprise et d'entreprendre, Thierry. À l'âge de 16 ans, déjà, je rêvais de travailler à l'international. Donc, pour moi, en effet, après avoir créé mon entreprise, donc il y a une vingtaine d'années, il y a une petite dizaine d'années, on a eu des difficultés, la crise est arrivée. Et j'ai dû repenser le modèle en me disant qu'est-ce qui est le plus important finalement dans mon modèle, alors qu'on venait de m'offrir un livre tout à fait passionnant qui s'appelle L'entreprise du bonheur, Zappos, Tony Ebb, un Américain, qui lui aussi avait connu de grosses difficultés. Et à ce moment-là, il a découvert que ce qui était le plus important dans son entreprise, c'était ses collaborateurs. Donc à partir de là, j'ai suivi le début de son modèle. Je vois M. Gattaz qui hoche de la tête, il est d'accord déjà. Ouais. On s'est dit que finalement, ce qui était le plus important, c'était les collaborateurs. J'ai passé un week-end à réfléchir, à me dire finalement, l'homme est bon. L'homme est bon, il n'y a pas que Zobrist qui l'a dit, mais l'homme est bon. Nos collaborateurs sont les meilleurs. Je leur ai donné un nouveau nom, on les a appelés les Seafood Lovers. Et à partir de là, on est parti d'un nouveau prérequis qui est que la liberté et la responsabilité peut créer le bonheur et la performance. Et on a commencé, donc sur ce concept de liberté de responsabilité, à complètement restructurer en déstructurant l'entreprise. On a inversé la structure. Le dirigeant est devenu coach, est devenu le gardien du temple, et je me suis mis à la disposition de mes collaborateurs qui eux-mêmes se sont mis à la disposition de leurs clients, de nos partenaires. Donc c'est la pyramide inversée ou je me trompe ? C'est la pyramide inversée, absolument, déstructurée, en coupant justement des notions de vice-président, des notions de contrôle. Parce que là aussi, je me suis rendu compte que finalement, lorsque vous passez votre temps à contrôler les gens, évidemment, il y a une certaine déviance si vous n'aviez pas contrôlé. Mais le coût de la déviance est inférieur au coût du contrôle. Donc il vaut mieux éviter ce coût du contrôle, parce que même s'il y a de déviance, grâce à cette responsabilité, cette liberté, vous allez obtenir beaucoup plus de résultats. Donc la confiance, ça paye finalement plus que le contrôle. La responsabilisation. La responsabilisation, en effet, me paraît quelque chose de fondamental. Donc là, tous ensemble, on a d'abord travaillé sur les valeurs, et après les valeurs, on a travaillé sur le pourquoi faisons-nous ce que nous faisons. Et là, 3 mots sont apparus. Le premier, la passion. La passion, c'est le moteur. La passion, c'est le cœur. La deuxième chose, c'était l'esprit de famille. En effet, dans une entreprise, souvent, on parle d'équipe, mais on oublie un mot fondamental qui est famille. Et je crois que tous les dirigeants que nous sommes ici, lorsque nous arrivons dans notre entreprise et que nous sommes proches de nos collaborateurs, il y a cet esprit de famille. Et nous gérons souvent, d'ailleurs, nos entreprises comme nous gérons notre famille. C'est pas un peu paternaliste comme vision, David, ça, le côté familial, le côté... Ça a existé, le paternalisme, ça a eu ses limites quand même, non ? Écoutez, aujourd'hui, les entreprises les plus performantes sont des entreprises patrimoniales, des entreprises engagées, d'entrepreneurs engagés qui donnent l'exemple. Et M. Gattaz continue de hocher la tête, il peut réagir quand il veut.
Donc le deuxième point, une fois que nous avions fait ça, c'était les engager envers l'extérieur. C'est important qu'on montre au monde extérieur ce que nous faisions. Et finalement, ensuite, ça a été cette notion de co-construction, de quelle était notre vision à long terme. Et là, on n'a pas fait une vision à 1 an, 3 ans, comme nous faisons généralement sur les business plans. On s'est permis de rêver. On a fixé un premier objectif à 20 ans, mais un objectif écrit de vision 2026, et qui était tout à fait important, parce que là, vous êtes non pas sur une notion conjoncturelle de qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année ou dans 3 ans, mais à 10 ans, on peut rêver d'être autre chose. Là, on a découvert quelqu'un d'autre, c'était Idriss Aberkan, que vous connaissez bien, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a un certain nombre d'années. Et comme vous le savez, nous sommes dans le domaine des produits de la mer, dans les produits donc, bons pour la santé. Et donc, Idriss Aberkan a parlé de biodiversité et de l'économie de la connaissance. Et là, il a parlé d'une chose essentielle, c'est de faire les choses avec amour et passion. Alors, bien au-delà de la passion, je pense, cher Thierry, que ce qui est essentiel, c'est de travailler avec amour. Et lorsqu'on parle d'amour, et aujourd'hui, depuis quelques années, je parle avec mes collaborateurs de l'économie de l'amour, au même titre qu'on le ferait à la maison. Pourquoi pas les aimer autant qu'on le ferait à la maison pour leur permettre de réussir. Carrément. Et à ce titre, d'ailleurs, une petite anecdote. Il n'y a plus de prud'homme, il n'y a plus de trucs comme ça, c'est fini tout ça. Alors on est dans le, c'est pas le monde des bisounours que vous décrivez quand même. Absolument pas le monde des bisounours, parce que justement, on se rend compte que si on fixe avant tout un objectif bonheur, tout en rappelant que l'excellence, c'est faire peut-être 15% de croissance par an pendant plus de 10 ans, je pense qu'on peut y arriver. Et là, lorsque vous faites cette co-construction, c'est les collaborateurs qui vous donnent les meilleures idées, et ça fonctionne. À ce titre, chez nous, comme vous le savez probablement, nous avons mis en place justement une association, une fondation que nous avons créée, qui s'appelle Pur Océan, qui sera officiellement lancée au mois d'octobre. Cette idée, encore une autre, ne vient pas de nous. Et là, c'était justement des stagiaires qui ont monté le projet et qui ont dit il est essentiel que pour toute entreprise, aujourd'hui, on ne travaille pas uniquement justement pour gagner de l'argent et faire de beaux résultats à la fin de l'année, mais il est important qu'on s'investisse dans notre écosystème pour sauver la planète. Donc une vraie dimension, David, sociétale de l'entreprise. Alors il y a quand même un juge de paix, je sais bien qu'on va dire, et on va le développer tout à l'heure, qu'une entreprise, c'est pas fait simplement, et ça a une ambition nouvelle, en tout cas pas simplement pour gagner de l'argent et créer de l'emploi. Mais quand même, qu'est-ce qu'il pense, votre banquier, de tout ça ? Est-ce que l'entreprise, depuis cette révolution intellectuelle, cette révolution culturelle, est-ce qu'elle est prospère, votre entreprise, David ? Pour l'instant, les banquiers vont plutôt bien. L'entreprise... Les banquiers, en général, ils vont bien. Hein. C'est rare de voir des banquiers qui vont bien. Ils ont beaucoup de flux. Nous avons largement dépassé les 100 millions d'euros ces quelques dernières années. On a une croissance de plus de 25% par an depuis plus de 7 ans. Lorsqu'on se retourne, nous sommes une entreprise Great Place to Work pour les entreprises d'une 50aine de salariés, numéro 1 en Provence. Et donc, on a créé en plus la dotation. Donc, les banquiers sont particulièrement satisfaits, me semble-t-il. Donc, le bonheur, ça paye, David, c'est ça ? Tout donner pour le bonheur de ses collaborateurs paye. Ça, j'en suis certain, mais ce n'était pas le mot de la fin. David Sussman, non, ce n'est pas le mot de la fin, c'est pas le mot de la fin, David. Alors, juste peut-être rapidement une réaction de Pierre Gattaz sur ce côté en disant, finalement, il faut qu'on soit gagnant-gagnant. La lutte des classes, vous avez le sentiment qu'elle est véritablement terminée, M. Gattaz ? Non, je partage beaucoup de choses de ce qui a été dit là. Je crois qu'il faut que nos entreprises ne peuvent fonctionner durablement dans le temps que si nos collaborateurs sont heureux, motivés, épanouis. Mais je rajouterais employables. Parce qu'une entreprise est mortelle. Elle essaie de se développer le plus possible et puis elle est confrontée à des difficultés. Eh bien, je crois que lorsqu'on traite très bien nos collaborateurs dans les périodes d'alizé, les périodes de croissance, avec en effet de l'épanouissement, de la motivation, de l'écoute, de la qualité totale, j'en fais beaucoup au sein de Radial. Les périodes de crise, c'est comme dans les tempêtes, eh bien, l'équipage est avec vous. Il est avec vous, il est prêt à faire des efforts, à passer l'année ou les 2 ou les 3 années qui ne vont pas bien. Et après, ça peut repartir. Alors par contre, on ne peut pas assurer l'emploi à vie à nos collaborateurs. Et donc, il faut cultiver leur employabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais il se passe un drame et qu'on est obligé de se séparer de personnes, ce qui est un acte de gestion normal, je dirais malheureusement, dans le monde entier, eh bien, il faut que ces personnes puissent rebondir rapidement. C'est donc la formation permanente. Mais je suis tout à fait d'accord et je pense qu'en France, il faut beaucoup plus insister sur ce qu'on essaie de faire au MEDEF, c'est d'essayer de cultiver un modèle économique d'excellence, d'exigence, de premium, d'innovation, mais profondément humain et profondément respectueux de l'environnement. Je crois que c'est important cette trilogie
Parce qu'en effet, les entreprises ne peuvent pas marcher durablement si elles polluent toute la journée ou si elles maltraitent ses salariés. Ce n'est pas possible. Donc cette trilogie, pour moi, est fondamentale. Et c'est comme ça qu'en effet, on peut aller loin dans le temps avec des équipages de gens qui sont fiers. La fierté de nos salariés dans les entreprises, c'est extraordinaire. C'est un moteur puissant. La passion, la fierté, vous en avez parlé. Mais moi, je crois, et ça, on peut le faire pour la France. On me dit souvent, mais la France n'est pas une entreprise, d'accord. Mais je suis persuadé qu'il faudrait qu'on la gère comme une entreprise. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui me contredisent. Oui, il faut trouver de la croissance, il faut motiver les Français, les 65 millions de Français. Il faut innover, il faut aller à la conquête du monde, il faut inventer le futur. Eh bien, je dirais qu'il y a beaucoup de réflexes de l'entreprise qu'on devrait appliquer à la gestion de la France. Merci. Alors, on va vous donner évidemment la parole, Pierre Gattaz. Vous avez devant vous, David, un petit document, d'ailleurs, que M. Gattaz connaît très bien, parce qu'il s'est engagé là-dessus, parce que tous les deux, vous voyez, ils se serrent la main, tous les deux, ils ont participé à une opération qui s'appelle « Aujourd'hui, on s'aime ». C'est ça? Alors vous aimez tous les deux? Avec S apostrophe. Voilà, c'est ça, on s'aime. Donc aujourd'hui, on s'aime, magnifique opération des fleurs pour les abeilles. Je sais que Pierre s'est largement impliqué et je te félicite parce qu'il y a des dizaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux, ainsi que Johan. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans cette aventure, c'est que c'est le fait d'un entrepreneur, Thierry Dufresne, qui il y a 6 ans, en quittant Paris, décide de s'investir localement ici sur la Sainte-Baume, sur cette belle mission qui est les abeilles, puisque comme vous le savez, on a besoin aujourd'hui des abeilles pour sauver le monde et pour sauver la planète. Localement, nous avons un représentant qui s'appelle Thomas de Villancourt, qui est dans la salle, que je veux féliciter, parce que c'est non seulement un dirigeant qui était sur ces plateaux, tu t'en souviens, il y a une dizaine d'années, mais Thomas, en plus, a créé un fonds magnifique, un fonds épicurien, et c'est un véritable altruiste. Il a réussi, avec Thierry Duhaene, à lever des sommes phénoménales, et c'est 100 000 personnes aujourd'hui dans les entreprises qui ont semé, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, évidemment, 1 milliard de fleurs pour les abeilles, hein, c'est ça? Exactement. Il faut qu'elles continuent de butiner. Finalement, les abeilles, c'est des petits entrepreneurs, quelque part, hein, qui construisent leur ruche. Vous partagez quelque part un peu la même philosophie. Alors, je crois que ce soir, à l'issue de notre réunion, on va distribuer, vous allez tous avoir un petit sac de graines, même vous, Johan. Hein. Président, ça y est, vous l'avez eu, vous avez déjà semé, je pense, largement, vous allez le faire. Et un petit sac de graines pour, effectivement, participer à cette opération. En fait, c'est un clin d'œil, mais la réalité, c'est que les entreprises, aujourd'hui, elles ont une conscience de leur rôle sociétal qui va bien au-delà de leur rôle économique, David. Et ça, ce sera ton mot de la fin. Ta réponse à la dernière question. Ce qui me paraît être essentiel, justement, c'est que les entreprises s'engagent. Alors, le thème RSE, je le trouve bien compliqué. Je crois que c'est la responsabilité des entreprises, des dirigeants, des équipes, en effet, pour tous, de s'occuper, comme je l'ai dit, de leur écosystème. Mais leur écosystème, ce n'est pas uniquement leur propre activité, c'est aussi les équipes, on en a parlé, mais le local. Le local, c'est s'occuper, par exemple, des déchets, c'est s'occuper du sport, mais c'est aussi s'occuper d'une belle opération dont je voudrais dire un mot, Marseille-Provence 2018. Bien sûr. On fait un remake de Marseille-Provence 2013. Il y a Raymond Vidil qui est par là, qui en est le président. Et donc, aux côtés de Raymond, j'ai décidé de m'impliquer pour ce magnifique projet parce que c'est justement le rayonnement de la métropole autour de la culture. Ça me paraît fondamental. Donc, appel à tous dans la salle. Rejoignez-nous pour Marseille-Provence 2018. Participez. David Sussman, un grand merci. Johan, David vient de nous parler de l'entreprise heureuse, l'entreprise libérante, finalement, susceptible de créer des énergies au-delà de la sphère, évidemment, immédiate de l'économie. Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs, ils ont un rôle nouveau à jouer dans la société, qui n'est pas simplement de produire des richesses, de créer de l'emploi, etc. Est-ce que ça va aujourd'hui au-delà? Tout à l'heure, je pense que Pierre Gattaz vous en parlera, quand il était venu à Marseille, il a dit qu'il faut qu'on devienne des pédagogues aussi, qu'on explique mieux ce qu'on fait et qu'on devienne tous quelque part un peu entrepreneurs. Oui Thierry, effectivement, au sein de nos entreprises, on a des valeurs qui peuvent être des repères pour la société qui nous entoure. Et donc, on a des relations qui sont basées essentiellement sur la confiance avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, avec nos clients. On a des valeurs comme l'innovation, la créativité qui nous animent au quotidien, puisque nous avons besoin de nous réinventer en permanence. Et je pense qu'avec les difficultés que nous avons aujourd'hui à notre époque, ces valeurs-là sont importantes. On a la culture du contrat, la culture de la réussite, la culture de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait. On a la culture, on a l'envie, on a la volonté. Tous les matins, l'entrepreneur se lève et a besoin de motivation, de motiver ses équipes, de faire en sorte d'avoir la capacité de rebond tous les matins pour se réinventer.
Bref, on a des valeurs comme le goût de l'effort aussi. Et ces valeurs-là seront essentielles dans la société de demain, dans la société qui nous entoure. Et nous sommes les porteurs de ces valeurs. C'est dans notre ADN de les avoir. Et je pense qu'on peut en faire profiter l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup, Johan Bensivenga. Alors Pierre Gattaz, on voit, et il nous l'a dit, Johan, on l'a constaté aussi, nous, hein, le paysage politique est en train de changer, l'entreprise, on le voit, est en train de changer, il y a des nouvelles ambitions, vous me voyez venir, et le MEDEF dans tout ça. Est-ce que le MEDEF aussi fait son grand printemps? Vous avez parlé d'entreprises libérées, est-ce qu'on peut parler d'un MEDEF libéré, d'un MEDEF du bonheur? Comment vous voyez votre organisation dans les 4-5 ans? Comment vous prenez ce grand virage sociétal qui est en train de nous arriver tout de suite là? D'abord, on a encore beaucoup de choses à faire au MEDEF. Hein, il y a encore un peu de boulot, mais on y croit. Moi, je vais passer une fois par semaine, en effet, en territoire. J'adore parce que je vois des expériences formidables, des champions, et je trouve qu'on s'enrichit de toutes ces expériences, de toutes les personnes qui sont ici. Puis, ce sont les champions de la nation, les héros de la nation. Je pense que le MEDEF doit être porte-parole de ces champions et de ces héros. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec eux. Je suis ravi d'être au cocktail ce soir, de rester, parce que c'est là où on apprend tout. Et moi, je suis une éponge, en fait. Après, mon boulot, c'est de restituer tous ces cas de figure, cette beauté, ce courage, cet héroïsme auprès de ceux qui nous gouvernent. Et ça a été mon boulot depuis 4 ans. Et je peux vous dire que ça a été un match de boxe, je voyais ça, mais tous les jours, toutes les heures. Et que je suis quand même ravi de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Voilà. Voilà, je le dis. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a quand même un problème de compréhension et d'idéologie autour de l'économie et de l'entreprise en France, qui n'existe pas ou peu dans les autres pays du monde. J'ai beaucoup voyagé pour Radial, ma société. Vous allez à Séoul, vous allez à Hong Kong, vous allez à Singapour, à Montréal, dans toutes les grandes villes, dans tous les pays du monde. Quasiment, ils ont tous compris que l'entreprise, c'était la clé de tout, la clé de voûte de tous les pays. C'est là où on crée la richesse, et la richesse permet de payer les fonctions régaliennes de l'État. Et bien, figurez-vous que dans mes interlocuteurs que j'avais, que je ne citerai pas, eh bien, vous avez des gens qui doutaient de ça. Et donc, c'était très compliqué, parce que pendant 3 quarts d'heure sur 1 heure de visite, vous essayez d'expliquer ça, des évidences, mais je dirais, incroyables. Eh bien non, quelque part, l'entreprise est à droite et la sociale est à gauche. Voilà, boum. Alors à partir de là, si vous voulez, là, ça devient extrêmement compliqué. Parce que non, l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite, le social n'est ni à gauche ni à droite. Il faut dépasser tout ça. Et c'est là où l'avènement d'Emmanuel Macron est intéressant, même si j'ai dit que son programme économique était un peu moins abouti que celui des Républicains. Mais il incarne ce ni gauche ni droite, ou gauche et droite confondues, on s'en fout d'ailleurs, réellement. Et l'important, c'est d'aller devant, c'est la conquête, c'est faire la confiance des gens. C'est quoi? C'est la réelle politique? C'est la politique du pragmatisme, finalement? Oui, mais c'est juste, si vous voulez, c'est du pragmatisme, point, si vous voulez. C'est juste, et je trouve qu'il faut faire définitivement cette révolution culturelle, économique en France. J'espère qu'elle est en train de se faire. J'espère. Vous voyez, les Allemands l'ont fait il y a 30 ans, Bad Godesberg, etc. Les Anglais l'ont fait il y a quelques années. Nous, j'espère qu'on est en train de la faire. De telle façon à ce que les partis politiques qui prendraient le pouvoir, de gauche et de droite, qui alterneraient, comprendraient des deux côtés que l'entreprise, c'est fondamental. Il faut la protéger, il faut motiver les gens, il faut aider les entrepreneurs, il faut arrêter de les emmerder toute la journée comme ils le font depuis des années. Il faut juste nous écouter. Il faut qu'on ait confiance. Un chef d'entreprise qui n'a pas confiance, il ne fait pas la grève. Il attend. Il n'investit plus, il n'embauche plus. C'est ça. Et donc ça, j'arrête pas de leur dire. Je leur ai dit, ayez la confiance des forces vives. Que vous soyez à gauche ou à droite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on ait confiance. Si nous, on a confiance et que les investisseurs étrangers ont confiance dans l'environnement, dans la trajectoire, c'est gagné. Et c'est gagné, ça peut aller très très vite. Là, on est sur un petit nuage, je le dis comme ça, avec Emmanuel Macron, 39 ans, parlant couramment l'anglais, international, aimant beaucoup les entrepreneurs. Bon, beaucoup de bonnes choses. Les étrangers m'ont envoyé pas mal de messages. Oh, on attendait tous Le Pen, on a Macron, bravo les Français. Eh bien, il faut qu'il ne gâche pas ce capital confiance qu'il a aujourd'hui. Il a une constellation de planètes, un alignement de planètes assez exceptionnel pour la France.
Est-ce que vous croyez qu'il va aller Il faut y jusqu'au aller. bout des réformes? Est-ce que vous êtes confiant, puisque vous les attendez, tous les entrepreneurs l'attendent, sur le code du travail, sur un certain nombre, sur les déficits publics, enfin sur les finances publiques? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va y aller vraiment jusqu'au bout, ou vous allez continuer à être sur le ring qui est à côté de vous, finalement, dans une joute permanente avec l'État et les syndicats? Si on ne fait pas les réformes dans les mois à venir, notamment sur le marché du travail, on est parti pour de graves difficultés. Graves difficultés. Et on est parti peut-être pour Mélenchon-Le Pen au deuxième tour en 2022, avec toutes les catastrophes que ça peut amener. Et je ne fais pas de politique. Donc, juste pour vous dire, on n'a pas le choix. C'est no choice, no option. Emmanuel Macron a été élu sur un programme qu'il a parfaitement expliqué pendant des semaines, des mois. Il a été confirmé par une forte majorité à l'Assemblée. Entre les deux tours, il a continué d'expliquer qu'il fallait réformer le marché du travail. Et cette réforme du marché du travail est la priorité absolue. C'est le truc. Moi, quand je vois des Américains, des Chinois, j'étais à Davos sur une petite histoire avec Manuel Valls il y a 2 ans. Il m'invite en me disant j'aimerais rencontrer des CEO. Bon, alors je dis merci, je suis honoré. Bon, il y avait un Chinois, Chang Fang de Shena, il y avait Sam Chamber de Cisco, il y avait Google, il y avait 15. Les 15 patrons internationaux, un Indien, etc., on nous dit oh, la France, quel pays magnifique, la créativité, l'entrepreneuriat, vos jeunes, le numérique, les filières d'avenir, Airbus, enfin, clac, mais, inimaginable. Mais, monsieur Valls, votre code du travail, votre marché du travail, faites une réforme, parce qu'on ne vient pas embaucher en France. Tous, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça valait 100 000 fois le discours du patron du MEDEF. Je buvais du petit lait. Bon, maintenant, il faut que nos politiques, encore une fois, comprennent qu'on a peur d'embaucher en France encore. C'est trop compliqué. Et donc, il faut faire quelques réformes qui ont été annoncées. Il faut les faire. Et après, s'il les fait, il gardera cette confiance des forces économiques. Et nous, on accompagnera, nous, MEDEF. Moi, je ferai de la pédagogie, j'irai faire de la propagande à l'international aussi, en disant, ça y est, il se passe quelque chose en France, revenez. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez, il faut le faire, parce qu'on n'attend que ça depuis des années. Et je dirais, on est sur un moteur de Formule 1. Et cette Formule 1, il faut la faire fonctionner maintenant. Et je vous assure que si on libère les freins de la Formule 1, on débride le moteur. Vu toutes les intelligences, les énergies qu'on voit partout, il y en a de partout en France. Et ceux qui sont partis peuvent revenir en plus, j'en suis sûr. Vous avez 30 ans de bonheur, 30 ans de conquête, de croissance à faire. Il faut faire ça, c'est fondamental. Il a 6 mois pour faire ces premières réformes-là. Et je peux vous assurer qu'on sera derrière, plus que derrière. On ira faire le tour du monde pour aider. C'est pas Macron qu'on veut aider, c'est la France. C'est tout, c'est point. C'est insupportable d'être à 10% de chômage. Insupportable. C'est insupportable d'être à 25% de chômage des jeunes. Et quand je vois tous nos pays au nord de l'Europe, sauf l'Espagne et l'Italie, qui sont à 5%, je crois que les Danois sont à 4%. C'est effrayant. Et nous, on traîne 10%. La Flandre est à 4%, à côté de la Belgique, juste en face. Incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? On est nuls. Donc il faut juste retrouver notre fierté, notre passion. On a tout sous le pied. Il faut y aller. 6 mois. Pierre Gattaz, est-ce que vous avez le sentiment que... Parce que quand même, oui, on peut vous applaudir. Depuis ces dernières années, il y a eu des tentatives de réforme multiples et diverses. Puis il y avait un arbitre à chaque fois, ou quelqu'un qui sifflait la fin de la récré, c'était la rue. Chaque fois qu'on avait 1 million de gens dans la rue qui étaient contre une réforme, le gouvernement faisait marche arrière. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est toujours dans ce processus mortifère? Je vois encore une fois, il a beaucoup expliqué son programme, Macron, ce qui n'était pas le cas de François Hollande. François Hollande, il était élu sur un non-programme économique. Bon, 2 ans après, on l'a poussé à faire le pacte de responsabilité. Donc on en est très content, très fiers. Avec Emmanuel Macron, on a fait ça ensemble, 40 milliards. Et pendant 5 ans, ceux qui l'ont élu lui ont reproché le cadeau aux entreprises, etc. C'était pas du tout limpide et ça faisait que face à un zig intéressant, il y avait toujours le zag, typiquement la pénibilité, dispositif ubuesque, idéologique, dogmatique. Bon, donc on a vécu en zig et en zag. Moralité, pas de confiance, on n'avance pas. Là, c'est clair, Macron. Il a annoncé son programme. Il a annoncé qu'il avait fait ses réformes. Il les a confirmées. Il a été adoubé. Il a une grosse majorité à l'Assemblée. Donc voilà, la route est là. Alors après, qu'il y ait en effet des gens qui seront dans la rue, sans doute, sans doute. Ce que j'espère, si vous voulez, c'est que les syndicats réformistes, aujourd'hui, il y a quand même une méthode qui va avec tout ça. Il y a 50 réunions. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'on a commencé à discuter.
Jusqu'à mi-août, on va discuter de tout ça. Donc on prend personne, ils prennent personne en surprise. Donc vous êtes optimiste aujourd'hui sur la suite des événements? Je suis optimiste, si vous voulez. Après, les gens qui vont dans la rue, parfois poussés par des leaders maximaux, et qui nous expliquent comment ils créent de l'emploi. Moi, j'attends toujours, notamment de M. Martinez, toujours là pour dire c'est pas bien, c'est pas beau, machin. Comment on crée de l'emploi? Comment on revient en plein emploi? Les recettes, dites-nous. M. Mélenchon, il faut qu'il explique comment M. Chavez, en 15 ans, détruit le Venezuela et fait que la moitié de sa population est en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui. Ça, on ne le dit pas assez. Donc, si vous voulez, ces gens qui parlent très bien... On ne l'a pas dit assez non plus dans la 4e circonscription de Marseille, apparemment. Mais, si vous voulez, c'est là où on a un devoir, par contre. On a une responsabilité. On a une responsabilité chez l'entreprise, on a une responsabilité au MEDEF, on a une responsabilité pour ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui de faire avancer la France, d'expliquer toujours et encore, et de passer aux actes. Et ça, quand vous dites qu'il y a la révolution du MEDEF, moi j'adore les actions. J'adore de voir des chefs d'entreprise qui témoignent. J'ai fait ça, ça a marché. Certains, ça n'a pas marché. Mais il faut absolument qu'on passe il y a la pédagogie et il y a l'expérimentation. Et dans le programme de Macron, vous avez le droit à l'erreur, ça c'est formidable. Vous avez une administration qui est beaucoup plus incitative, motivante que contrôleuse et sanctionneuse, ça c'est extraordinaire. Que nos inspecteurs du travail deviennent des conseillers du travail, que nos inspecteurs du URSSAF deviennent des conseillers du URSSAF. Donc des partenaires puis, finalement, pas des combattants anti-entreprise. Pour le pays, pour nos jeunes, pour leurs enfants. Qu'est-ce que vont faire leurs enfants s'ils contrôlent les boîtes, les sanctionnent toutes les 5 minutes? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme les autres, ils vont être au chômage, et puis certains vont partir peut-être. Donc si vous voulez, c'est un travail collectif. Et enfin, l'expérimentation, ça c'est fondamental. Il faut expérimenter à mort. S'il faut remettre de l'emploi dans les bassins d'emploi, on est en train de travailler au MEDEF sur un grand plan, en allant sur les idées de Marie de tout à l'heure sur les commerces de centre-ville, jusqu'à comment on garde nos usines, etc. Et on va faire ces propositions avec tous ceux qui sont intéressés par le sujet pour remettre de l'emploi dans les bassins d'emploi et faire des expérimentations. Demander le droit à l'expérimentation dans un bassin d'emploi. Donc ça, un village, une entreprise, c'est ça? Donc une entreprise, un village. C'est important que si on arrive à réussir à baisser le taux de chômage en France, le deuxième point très important, c'est de travailler sur les bassins d'emploi à revitaliser. Parce que sinon, si vous ne travaillez pas sur Lens, Charleville-Mézières, la Souterraine dans la Creuse et quelques dizaines d'autres, eh ben vous aurez sans doute... Donc c'est bien d'avoir des grandes métropoles très attractives, très compétitives, mais les territoires, c'est quelque chose d'essentiel. Eh bien, il faut qu'elles tirent. On m'a cité l'exemple de Tarascon, la vallée de Tarascon, qui était en déshérence il y a quelques années. Des ajusteurs, des régleurs, des mécaniciens ne trouvaient plus rien. Eh bien, Airbus a réussi, l'écosystème d'Airbus a réussi à aller chercher dans ces petites vallées perdues des compétences dans ces domaines-là. Eh bien, elle s'est revitalisée. Je pense que ce n'est pas une seule solution et elles doivent être adaptées au bassin d'emploi en question. Donc centre-ville, commerce de centre-ville, fondamental. Les usines qui restent, fondamental. Le haut débit numérique, fondamental. L'entrepreneuriat, on cultive beaucoup l'entrepreneuriat dans les quartiers au MEDEF. Donc on va chercher des jeunes qui ont juste le courage et le talent. C'est intéressant comme idée. On les forme au MEDEF, on les forme chez nous, au 55 avenue Bosquet, pendant 6 semaines, à l'entrepreneuriat. Eh bien ces jeunes qui étaient fébriles, angoissés, en défensif, pas souriants, nous regardons de travers, sont des jeunes absolument exceptionnels au bout de 6 semaines. Ils ont une pêche, ils ont le sourire, ils ont retrouvé la fierté. Ils se regardent avec fierté et ils savent que l'image de l'autre est fière d'eux. Et ça, vous avez des moteurs, je dirais, d'entrepreneuriat absolument exceptionnels. Et ils viennent des quartiers, ça devient des modèles. On a besoin de ces jeunes-là. Donc il y a plein d'initiatives et on va les lister, on va les proposer et on va demander le droit à l'expérimentation, de telle façon à ce qu'en effet, on évite le scénario dont j'ai parlé tout à l'heure en 2022. Donc le MEDEF remplace l'éducation nationale l'année prochaine, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est deux choses différentes. Non, nous, on vient avec nos idées, avec notre sincérité, avec notre patriotisme, avec le fait qu'on veut faire réussir la France, qu'on est désespéré par ces jeunes et par ce chômage. Mais il y a une dimension pédagogique quand même dans votre objectif. Ah oui, forte. On travaille beaucoup sur l'apprentissage, sur la valorisation des métiers de l'apprentissage, qui est un scandale absolu en France. 400 000 apprentis, même pas, 1,2 million en Allemagne. Dans cette salle, je suis sûr que si on faisait un sondage, la moitié des chefs d'entreprise recherchent quelqu'un et ne trouvent pas. Moi, j'en vois tout le temps. Chaque fois que j'ai un groupe de chefs d'entreprise, ils lèvent la main et la moitié cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Soudeur, régleur, 13 000 offres d'emploi insatisfaites dans les Bouches-du-Rhône par an à peu près, je crois. Et donc, si vous voulez, il faut réhabiliter ces métiers,
tous ces métiers qui sont formidables et qui a conduit à des beaux métiers. Métier de soudeur, par exemple. En fin de carrière, ils sont à 3 000, 3 500. Si vous les envoyez sur des missions en Afrique, ils peuvent faire 7 000 par mois. Bon, et c'est un métier extraordinaire, demandé en France. Donc on va les chercher en Pologne, en Bulgarie, etc. Ça, c'est un métier. Mais il y en a 150 comme ça en France, qui ne sont pas pourvus par les Français. Donc vous avez de la fierté, vous avez du pouvoir d'achat, vous avez des CDI à la clé. Donc là, on fait le Tour de France cycliste avec 2 voitures MEDEF au travail, 3 maintenant. Et on y va, toutes les étapes du Tour de France. On harangue, on jette les goodies, venez voir nos métiers, on a des écrans de télé. On y va, à côté des yaourts et entre la moutarde et pourquoi pas. Et entre la CGT d'un côté et Force ouvrière de l'autre, oui. Pierre Gattaz, applaudissements.